Bonjour à toutes et merci de nous retrouver sur IHTIL pour une émission spéciale de Riwicht consacrée au déplacement du président de la République en Corse. Une visite au pas de course ou plutôt à tire d'aile puisqu'en un peu plus de 24 heures, il est arrivé à Ajaccio, s'est rendu à Bonifacio avant de retourner à Portici où participer au sommet d'Euromed. Cette conférence regroupant les 7 pays de l'Union européenne bordant la Méditerranée auquel est associé le Portugal. Un sommet qui s'est tenu dans un contexte de tension en Méditerranée orientale. Alors une visite éclair rythmée par la réaffirmation de sa vision de la Corse, des annonces en matière économique, sans oublier évidemment la dimension politique et électorale du voyage, le tout dans un climat apaisé. Alors de tout cela, nous allons parler avec nos invités. Ils sont 4. Pedro Antonio Tomasi, président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée de Corse. Bonsoir. Bonjour. Jean-Charles Orsucci, conseiller territorial La République En Marche et maire de Bonifacio. Bonsoir Jean-Charles Orsucci. Bonsoir. François-Xavier Tchéco, le conseiller territorial également, les Républicains, maire de San Julian et également chef d'entreprise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin, le seul non-élu de ce plateau, Patrice Brossard, qui lui est secrétaire de la CGT de la Corse du Sud. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Messieurs, merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entamer notre débat et le premier tour de table, on regarde un résumé de la visite d'Emmanuel Macron sous son aspect politique avec Pierrick Nannini. Merci donc d'avoir su et voulu prendre le temps de consacrer à la Corse et à ses élus, dans leur diversité, de longs moments d'échange. Cette phrase prononcée par Gilles Simeoni marque-t-elle un dégel dans sa relation avec Emmanuel Macron? De manière générale, on a noté un changement de ton de la part du président de l'exécutif, perceptible lors de sa prise de parole ici à Bonifacio. Cet apaisement, en réalité, il s'est dessiné dès le matin au Palais Lantivi à Ajaccio. Les deux hommes ont échangé en tête-à-tête durant 1 heure à l'abri des caméras. Loin du rendez-vous manqué d'avril 2019 à Cozzano, Gilles Simeoni et Emmanuel Macron ont renoué les fils du dialogue. Le président de l'exécutif reste prudent, mais il juge l'entrevue plutôt positive. Globalement satisfait, bien sûr, un état d'esprit d'écoute, une volonté exprimée par le président de la République de s'engager et de permettre l'engagement des services de l'État dans la mise en œuvre de réponses opérationnelles. Plus inattendu, Jean-Guy Talamogne a lui aussi participé aux échanges. Le président de l'Assemblée de Corse avait décliné l'invitation au dîner républicain mercredi soir. Il a tenu à aborder avec le chef de l'État la question corse dans son ensemble, situation économique, sociale, solutions politiques, et attend désormais des réponses. Nous avons eu une écoute satisfaisante dans la forme. Aujourd'hui, bien entendu, il est trop tôt pour donner un point de vue, pour dire si les choses sont susceptibles d'évoluer. Nous jugerons sur pièce, sur des actes et pas sur des paroles. Les paroles étaient effectivement d'une tonalité assez ouverte, mais pour notre part, il faut maintenant qu'il y ait des actes. La veille déjà, une première prise de contact avait eu lieu avec les élus à l'occasion d'un dîner républicain en préfecture. Toutes tendances confondues, les représentants insulaires y ont participé, chacun faisant valoir ses priorités, dans une ambiance jugée conviviale. Pour la droite, la situation économique doit primer. On est vraiment sur des sujets qui concernent le quotidien des Corses et sur la problématique liée à la crise sanitaire et à l'après-crise sanitaire au niveau économique. Cette 3e visite sur l'île est-elle synonyme de changement de cap pour le président de la République? Les prochains mois le diront peut-être, dans un calendrier politique contraint à 1 an et demi seulement des prochaines élections présidentielles. Alors Jean-Charles Orsucci, visiblement le climat semble avoir changé. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite ? Écoutez, vous l'avez évoqué, alors je me réjouis que ça puisse se passer aussi à Bonifacio. C'est vrai que si je n'avais pas eu la chance d'avoir le chef de l'État précédemment, j'ai envie de vous dire, là il y a eu un aliment de planète dans l'état d'esprit. Que ce soit l'accueil qu'il a reçu aujourd'hui dans ma commune de la part des Bonifaciens ou des Estivants, que ce soit le beau temps, la balade, et c'est là où je voulais en venir, des discussions avec l'exécutif de Corse. Vous savez, pendant le reportage a été évoquée la question de la forme, y compris par Jean-Guy Talamogne
Talamone. Il a raison sur un point, c'est que moi j'accorde beaucoup d'importance à la forme. Je crois que la décision du président de l'exécutif de se rendre et d'aller discuter avec le chef de l'État était une bonne décision. C'est le meilleur moyen aujourd'hui. On ne peut pas arriver à s'entendre si on ne discute pas. La politique de la chaise vide n'a jamais amené de résultats. Aujourd'hui, je crois que cette prise de contact, ce signal qui est renvoyé, et on l'a ressenti à Bonifacio, mais je pense qu'on l'a ressenti tout au long du voyage, est un signe positif. Il n'y aura pas de réussite de la Corse, et je pense qu'on va l'évoquer tout au long de la soirée, il n'y aura pas de réussite de la Corse sans que la collectivité de Corse et l'État fonctionnent main dans la main pour solutionner les problèmes des Corses, parce que c'est bien de cela dont il s'agit s'agit de trouver des solutions, et nous avons besoin de la solidarité nationale, nous le savons, nous avons besoin d'une collectivité territoriale en ordre de marche, et les deux ensemble, les résultats seront forcément au rendez-vous. Et c'est en tout cas aujourd'hui, je crois, un son différent et un son qui, bien sûr, nous intéresse depuis longtemps. J'ai la chance de présider ce groupe à l'Assemblée territoriale. Vous le savez, Jean-Baptiste, vous êtes un observateur averti. Notre parole depuis le début de notre action au sein de l'hémicycle, c'est de mettre de l'huile dans les rouages entre la Corse et Paris. Et je crois que là, on en prend le chemin et on ne peut que s'en féliciter. François-Xavier Chico, Jean-Charles Orsoux, je parlais de la forme du voyage. Est-ce que la forme rejoint le fond, en l'occurrence, d'après vous? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'est une nouvelle ère qui peut s'ouvrir? Écoutez, sur la forme, je crois qu'apparemment tous les participants s'accordent à dire qu'elle a plutôt bien réussi, mais vous me permettrez de m'attacher un peu plus au fond. Et sur le fond, je pense qu'on peut en débattre. Alors, il faut quand même d'abord rendre hommage au président sur le fait que les mesures qui ont été prises au niveau national ont fait effet. Hein. Le fameux PGE et le chômage partiel ont évité une catastrophe. Il y a des mesures particulières sur le tourisme. Et là, alors, on n'a pas le détail, il faut quand même d'abord le dire, on n'a pas le détail, mais on aurait des mesures supplémentaires. Donc je pense que côté entreprise, l'attente, en tout cas, peut être sereine. Là où je constate que le compte n'y est pas, c'est au niveau social. Si je regarde ce qui est prévu pour l'aide aux ménages et l'aide aux personnes, je vous avoue que je ne vois pas grand-chose. On en est à une 150 € au niveau national et puis une prime de rentrée majorée. Mais quand je regarde les annonces que les ménages attendent et que les populations attendent, parce que bien évidemment, on va encore vous dire que les gens ont moins dépensé parce qu'il y avait le Covid, mais là, on parle des gens les plus en difficulté. On ne parle pas des ménages moyens. Et sur cette thématique-là, aujourd'hui, le compte n'y est pas. On pourrait, par exemple, citer ce qu'a prévu l'Allemagne. Je peux vous en dire 2 mots rapidement pour montrer que nos collègues européens agissent. C'est une prime de plusieurs centaines d'euros par enfant. Et c'est aussi quelques points de TVA en moins. On peut y réfléchir, je pense, sereinement. On va revenir ensuite sur les mesures qui ont été annoncées. Pedro Tomasi, la veille de la visite d'Emmanuel Macron, le jour même, je crois, Jean-Guy Talamone avait publié un communiqué assez sévère par rapport à cette visite. Et puis alors le lendemain, il est venu au petit déjeuner. Et l'après-midi, il a finalement accompagné le président de la République. Ça veut dire qu'il y a véritablement un changement, parce que sinon c'est contradictoire. Je crois que les choses ne se posent pas en ces termes. Jean-Guy Talamone a réitéré ce qui a été là. La position et du président de l'Assemblée et des élus de Corsica Libera depuis des mois. S'il s'agit de participer à des dîners mondains ou à des rencontres sans feuille de route, nous n'en sommes pas. En revanche, s'il y a un cadre politique qui s'instaure, comme ça a été le cas le lendemain matin, dans le cadre de cette réunion à laquelle le président de l'Assemblée a participé, nous sommes évidemment disponibles pour un véritable dialogue politique. Je crois qu'il y a effectivement eu un changement de ton, à l'évidence. Pour le changement de cap, nous attendrons des actes et des éléments tangibles. Or, pour l'heure, nous notons que les déclarations publiques, qui ont été celles du président Macron, ne s'écartent pas de la feuille de route de l'Albor en 2018, qui avait été, on le rappelait, une visite qui avait été à l'époque catastrophique. Donc nous sommes dans une situation d'attente, nous sommes disponibles pour porter les choses, bien sûr en traitant les sujets techniques qui sont importants, on y reviendra, mais également dans sa dimension politique. Le président de la République française était accompagné de chefs d'État euro-méditerranéens, d'îles indépendantes, dont certaines ont accédé à la souveraineté au XXe siècle, et d'États où la dévolution du pouvoir législatif est soit la norme, l'Italie, l'Espagne, soit réservée à des territoires qui ont des similitudes avec la Corse, notamment les territoires insulaires, je pense notamment au Portugal. Or, à l'heure où nous parlons, le statut de la Corse est une anomalie dans cet espace euro-méditerranéen et il n'y aura de solution politique en Corse que si l'on prend en compte cette dimension et qui, pour l'heure, n'est pas sur la table des discussions. Encore une fois, nous sommes disposés à y prendre part à condition qu'il y ait un cap politique qui soit possible. Mais vous avez senti ce changement de cadre politique puisque Jean-Guy Talamone a accepté d'accompagner
le président? Il y a deux choses. Il y a un dialogue qui s'est instauré de façon, façon franche, mais nous ne parlons pas, à l'heure qu'il est, de nouvelles phases ou de changement de cap dans le cadre des relations entre la Corse et la France. Il y a une tonalité qui est beaucoup plus positive, mais qui doit se traduire concrètement sur un certain nombre de dossiers. Ensuite, il y a les dossiers techniques, on y reviendra. Il y a des annonces qui ont été faites, dont on prend acte. Il y a aussi un certain nombre de carences, la question sociale, la question sanitaire, qui est d'actualité, et qu'il faudra également traiter dans ce cadre politique. Justement, on va évoquer le volet social avec vous, Patrice Boissard. Vous avez été reçu par un conseiller d'Emmanuel Macron. Vous aviez des attentes particulières par rapport à cette visite? Alors on n'avait pas forcément des attentes, mais on voulait surtout poser la question des insulaires et de quelle manière le gouvernement, dans sa politique, va intégrer la question de notre spécificité dans le cadre du plan de relance. Parce qu'aujourd'hui, le plan de relance qui est annoncé, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, peut-être plus en détail dessus, mais ce plan de relance ne permet pas un fléchage spécifique à la seule région métropolitaine qui est une île et qui de ce fait a un certain nombre de handicaps à pallier. Et on l'a bien vu au travers de toute la crise sanitaire qui aujourd'hui est économique et qui a commencé à être sociale avec un nombre de licenciements très conséquents sur notre territoire. Sur la question aussi d'une saison en berne pour un certain nombre d'employeurs qui ont contraint à un non-recours au contrat de travail et donc un taux de chômage qui a augmenté dans les dernières semaines. Et une réforme de l'assurance chômage qui a un impact tout particulier du fait de l'économie insulaire qui est basée autour de la question du tourisme pour près de 3 milliards d'euros du PIB sur les 10 milliards que compte la Corse et qui va créer encore plus de personnes en situation de pauvreté alors qu'on en compte déjà, on compte le record national. Donc il nous a manqué dans toutes les prises de parole du président de la République vraiment un engagement fort de l'État pour répondre à la question sociale que nous sommes en train de vivre dans notre région. Je précise juste que vous êtes le seul syndicat à avoir été reçu par Emmanuel Macron, parce que vous êtes le seul à avoir demandé une entrevue. Les autres syndicats n'ont pas demandé. C'est ce qui semble. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur toutes les mesures économiques. Vous pensez qu'Emmanuel Macron peut évoluer sur un certain nombre de sujets qui font débat aujourd'hui en Corse, Jean-Charles Orsuch? On passe aux prisonniers, on passe au problème de la résidence, de la langue corse. Écoutez, ou alors c'est trop tôt pour... Moi, je veux pas parler à la place du chef de l'État. Ce que je sais, c'est qu'il me semble que dans l'ADN d'Emmanuel Macron, voire de son mouvement, il y a souvent l'envie d'être très pragmatique et de résoudre les problèmes. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je dis que la forme joue un rôle important. On sait aussi qu'en politique, on peut penser qu'il n'y a souvent que des idées, mais moi, je crois que les rapports humains sont des choses qui peuvent débloquer des situations. Et même des élections. Exactement, même des élections. Et là aussi, je ne suis pas, je crois, la République En Marche a des militants divers et variés, mais à titre personnel, par exemple, je ne crois pas être quelqu'un qui soit farouchement opposé à la langue, au statut d'autonomie ou à la résolution du problème des prisonniers. Petite parenthèse, il nous reste aujourd'hui l'épineux dossier du commando Erignac, mais des avancées importantes ont été réalisées avec ce président et avec son précédent gouvernement sur la question des prisonniers. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de réussir. Je pense que Emmanuel Macron, comme tout homme politique dirigeant d'un pays, il a plutôt envie d'avoir un pays pacifié, un pays dans lequel les régions et les citoyens qui les occupent sont contents de leur chef d'État. Je ne vois pas pourquoi il créerait une tension avec ses dirigeants. Si les choses se passent dans le dialogue, je crois aussi au processus du pas à pas. Ce qui a été commencé hier, j'ose espérer que c'est l'annonce d'un nouvel état d'esprit dans les relations entre Paris et la Corse. Je ne dirais pas entre la France et la Corse, comme le dit mon ami Petranton Thomas. Moi, je parle aujourd'hui d'un rapport entre le pouvoir central et je dirais une région à forte identité. Malgré tout, il a été insisté fortement hier par le chef de l'État, notamment dans cette prise de parole à Bonifacio. Je pense que ce n'est pas anodin le choix d'Emmanuel Macron de venir à Bonifacio signer la charte. Vous devancez ma question, on ne vient pas seulement visiter les falaises. On est bien d'accord. Il y a un aspect politique, voire électoral, qui n'est pas absent. Alors, électoral, je vous dirais que j'insiste depuis longtemps pour que, et c'est un accord que nous
nous avons ensemble, avant la présidentielle, il n'avait pas pu venir à Bonifacio. Je le disais, et nous avions un accord que s'il devenait chef de l'État, il me ferait l'honneur de venir sur ma commune. Je crois qu'il a choisi le bon moment et surtout, je dirais, la bonne conjonction. Parler du tourisme, parler de cette crise du Covid, venir parler de développement de tourisme durable qui est basé sur la culture et le patrimoine, sur le patrimoine environnemental. Je crois que Bonifacio était une déclinaison parfaite de cela. Et le discours de Gilles Simeone et de Emmanuel Macron sur la place de la Corse en Méditerranée, sur notre spécificité, je pense que c'est plutôt un signe fort qui a été renvoyé lors de cette visite. Si vous me permettez, sur la question des prisonniers, je crois que Jean-Charles Orsucci a raison d'y faire référence. C'est une question qui a une force symbolique forte et qui est peut-être un élément participant à ouvrir une nouvelle phase des discussions, d'autant que sur ce sujet, aujourd'hui la situation d'un certain nombre de prisonniers, Jean-Charles Orsucci a fait référence aux militants qui sont emprisonnés dans le cadre de l'affaire Erignac. Leur situation aujourd'hui est contraire au droit. Et donc il y a là une fenêtre, dirais-je, pour le gouvernement français et pour l'exécutif, pour donner un signe tangible de changement de cap et de changement dans les rapports entre la Corse et la France. Ce ne sera pas la seule question, mais il est une question en tout cas qu'il peut régler rapidement et sur laquelle nous continuerons de l'interpeller, et vous l'imaginez, sur laquelle nous l'avons interpellé, en tout cas le président de l'Assemblée de Corse, durant sa visite. Et quelle réponse a-t-il donné ? Il le dira lui-même dans les semaines qui viennent. Ah, vous avez des éléments. Donc. Nous n'avons pas d'éléments. Je vous dis que le président de l'Assemblée de Corse a posé le sujet, ce qu'il fait de façon... Des éléments positifs, je veux dire. Ce qu'il fait de façon constante depuis des mois et des années, ce que nous faisons nous-mêmes à chaque fois que nous rencontrons un représentant du gouvernement français et a fortiori le premier représentant de l'exécutif français. Donc nous continuerons à plaider parce qu'il y a là quelque chose qui est contraire au droit et qui en même temps participe d'une solution politique en Corse. Qui a un petit peu l'habitude de ce genre d'émission, je sais pas, il est peut-être prévu qu'on le fasse en fin d'émission, mais je vais le dire dès maintenant ce que je pense de cette situation. Quand même, le geste fort, je dirais dans la continuité du discours de Bastia, où là aussi, alors on en avait parlé à l'époque, on avait même échangé. Sur la forme, justement, on n'était pas du tout dans le cadre de ce que nous venons de connaître. Mais sur le fond, la place de la Corse dans l'espace méditerranéen, la place qu'elle doit occuper. Hier, le choix du chef de l'État d'organiser, ce sont vos confrères qui ont insisté lourdement sur cet État. Le fait que le chef de l'État ait choisi la Corse et non pas une capitale européenne et méditerranéenne pour organiser le Med7 était là aussi. Il faut y voir quand même un geste politique. Je ne peux pas penser que c'est une envie de venir en villégiature à Ajaccio. Je crois que de choisir la capitale politique administrative de la Corse pour y organiser le Med7 était là aussi participait à un message qui est renvoyé à la population insulaire. Et un message qui, je crois, nous rassemble autour de cette table. Je crois qu'il n'y a pas de fracture sur l'idée que la Corse doit jouer un rôle plein et entier avec ses partenaires sardes, avec ses partenaires italiens dans cet espace méditerranéen et voire avec le Maghreb. Donc là-dessus aussi, je crois qu'il faut y voir un certain nombre d'éléments qui me paraissent aller dans le bon sens. Alors, au-delà de ce que vient de dire Jean-Charles Orsucci et François-Xavier Tschicol, il vient à Ajaccio. C'est la principale ville de Corse, évidemment, ça ce n'est pas hasard. C'est pas seulement. C'est parce qu'il est aussi le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Et on connaît la stratégie que développe déjà le président de la République en prévision des présidentielles. Des présidentielles. Oui, écoutez, je pense que bien évidemment il y a des contacts réguliers, notamment au niveau du gouvernement avec le maire d'Ajaccio, ce qui est tout à fait normal vu la taille de ce que représente la ville d'Ajaccio. Après, il y a effectivement, on le sait tous, il y a toujours eu des relations entre l'ancien Premier ministre et une partie de gens qui aujourd'hui œuvrent auprès du président de la République et qui autrefois étaient plus à droite. Donc ces liens perdurent sans doute et ça peut expliquer ce que vous êtes en train de présenter, tout à fait. Il y a un certain nombre de gens, chez les Républicains, qui seraient d'accord pour se rapprocher du président de la République dans le cadre de la prochaine présidentielle. Oui, alors vous êtes plutôt Estrosi ou Jacob? Écoutez, moi je suis plutôt fidèle à mon parti. Quand j'entends le maire de Nice annoncer qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de candidat les Républicains pour se rallier à Emmanuel Macron, vous me posez la question directement, je vous réponds directement, pour moi c'est non. Notre famille politique est la digne héritière de ce qu'a été le gaullisme. Elle a été présente à toutes les élections, depuis l'affiliation de Jacques Chirac, en passant par d'autres, en arrivant jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et pour ma part, je ne concevrais pas que les Républicains ne soient pas représentés au premier tour de la présidentielle par un candidat
issus de leur rang, ou en tout cas, je ne mets pas de côté, bien sûr, les deux personnes qui s'en rapprochent aujourd'hui et qui sont les deux présidents de région, que ce soit Île-de-France ou non. Mais pour ma part, il faut un candidat des Républicains à cette élection présidentielle, ça va de soi. Et que je sache, me semble-t-il, Emmanuel Macron n'est pas encarté aux Républicains. Je confirme. Alors, pas de rapprochement au niveau national et au niveau local, ça pourrait peut-être être différent, puisque là, on a les deux représentants. Je sais pas, après ce qui vient d'être dit, je ne sais pas trop. Au niveau national, mais en Corse. Oui, mais bon. Puis les élections auront lieu avant, en plus. Je pense qu'il n'y a pas de surprise dans ce que je viens de dire. Il est tout à fait normal que chaque famille politique soit représentée aux élections nationales. Enfin, ou alors, on n'a pas la même idée de ce que doit être la politique dans sa diversité. Oui, mais au plan local, est-ce qu'il peut y avoir demain une alliance entre la République En Marche et... Jean-Charles Ansou, moi sincèrement, je n'aurais pas la prétention de répondre au nom de toute la famille de droite. Ce serait de ma part bien présomptueux. Juste les Républicains. Voilà, ce serait de ma part bien présomptueux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble naturel aussi que chacun garde ses convictions. Ensuite, au niveau de la Corse, qu'est-ce qui doit faire l'intérêt de la Corse? C'est bien avant des projets communs. Jean-Charles l'a dit. Qu'est-ce qui nous intéresse autour de cette table? C'est que la Corse se développe sereinement, dans un climat apaisé et au profit de ses habitants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrivera par suite? On peut en dire des choses, mais encore une fois, moi je suis partisan, si vous me parlez d'un premier tour, que chacun, bien évidemment, représente ses couleurs. Je souris quand je vous regarde, Jean Vitus, parce que il y a quelques semaines, le soir du second tour de l'élection municipale, une discussion un peu informelle avait lieu à Porto-Vecchio avec pas mal de vos confrères. Tous étaient persuadés que j'avais passé un accord avec Gilles Simeone pour l'élection territoriale. Aujourd'hui, tous viennent me voir, ou en tout cas sont nombreux, en me disant que j'ai passé un accord avec Laurent Marcangeli. Alors je vais vous mettre d'accord, et au moins je vais pouvoir le dire ici à l'opinion publique, je n'ai d'accord avec personne. Et il me semble que la République En Marche... Et je mais on est un peu loin des élections. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut penser qu'à un moment donné, nous avons notre propre ADN, que nous allons avoir nos propres débats. C'est pas incompatible. Hein. Je n'ai pas dit... Aujourd'hui, vous savez... Quand on regarde ce qui s'est passé aux dernières élections municipales, lorsque l'on regarde ce qui s'est passé dans le Cap Corse, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Civadec ou dans pas mal d'intercommunalités, vous savez, les accords politiques entre les uns et les autres et les conclusions qu'on pourrait en avoir, à mon avis, sont diverses et variées, y compris au sein de la majorité territoriale ou d'autres, ou au sein des Républicains. Je regarde, j'ai vu la position, j'ai été même un peu stupéfait de la position des Républicains dans la future élection sénatoriale. Donc, mais ça démontre simplement qu'une chose, je crois que tout le monde aujourd'hui a son ADN, sa volonté d'aller devant les électeurs, et ensuite je crois que j'ose espérer surtout que ce sont les projets que nous allons porter les uns et les autres qui nous permettront de nous unir pour permettre de solutionner les problèmes auxquels les Corses doivent faire face. En politique, il ne faut rien s'interdire, quoi. Je crois que tout simplement il faut rester soi-même, surtout, c'est ça le plus important. Patrice Brossard, comment voyez-vous ces stratégies en tant que syndicaliste? Écoutez, je pense qu'en tout cas sur la question de la République En Marche ou des Républicains, les politiques libérales sont assez similaires. Donc il y a un débat pour savoir s'il y aura une certaine proximité. Je crois que le virage à droite qu'a pris Emmanuel Macron depuis un certain nombre de mois peut laisser courir dans l'esprit de tout un chacun que cette possibilité est envisagée. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous pouvez me donner un pays au monde qui a fait mieux que la France pendant cette période du Covid concernant les travailleurs? Moi, je considère qu'on a carrément nationalisé les salaires aujourd'hui. Et que, vous parlez d'activité partielle. Je parle aujourd'hui du chômage partiel qui a permis, même pas dans un pays socialiste comme l'Espagne ou l'Italie, on a eu une réponse à cette hauteur. D'ailleurs, qui m'a fait me rappeler ce qu'a été capable de faire le Parti communiste et le général de Gaulle au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que là, aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai laissé les uns et les autres débattre sur le social, pas le social. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en sauvant les emplois, en sauvant l'économie de la France avec le PGE, je crois qu'il a été pris en considération les familles, et y compris les enfants. Je crois qu'aujourd'hui, la réponse d'Emmanuel Macron, elle était avant, à mon avis, d'un point de vue économique, et si on peut aller aussi sur les mesures de gauche, je pourrais vous en faire la démonstration, elle a été à la hauteur. Évidemment, peut-être pas autant que l'aurait souhaité la France insoumise, ça je veux bien le reconnaître, mais j'estime aujourd'hui qu'elle n'est pas libérale comme le propose aujourd'hui la famille de mon ami François-Xavier Ciccoli. À côté de ça, je crois qu'il y a une réalité et la volonté surtout de répondre à une crise du moment, une crise sans précédent, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut au moins qu'on s'accorde. Mais je vous mets quand même au défi de me trouver ce pays au monde où on a fait mieux que la France. Vous m'interpellez sur cette question, je vais répondre très clairement. Non, il n'y a pas eu d'autre pays au monde qui a proposé une compensation de la rémunération pour les travailleurs. Mais en revanche, il y a d'autres pays qui ont apporté des aides directes à la population. Aujourd'hui, on a répondu à la question économique pour apporter le maintien
partielle, pas pour tous les travailleurs, de la totalité de leur rémunération. Mais à côté de ça, il y a eu d'autres choses, d'autres éléments qui ont augmenté. Quand on regarde, quand il y a eu la période de confinement dans notre pays, le coût de l'alimentaire qui a augmenté, c'est pas les aides qui ont été octroyées supplémentaires par le biais des allocations familiales qui ont compensé le surcoût. Ce n'est pas vrai. Et ensuite, lorsqu'on évoque l'ensemble des aides, l'activité partielle n'est pas le plus gros des aides qui ont été attribuées. Il y a plusieurs centaines de milliards qui ont été octroyés à travers les plans garantie par l'État, ou même ce matin nous étions en réunion ad hoc du Conseil économique où nous avons eu des échanges sur les questions de plan de relance. Eh bien, il y a un certain nombre d'inquiétudes sur ces prêts, parce que ces prêts, ce n'est qu'une garantie. Il va bien falloir que les entreprises les remboursent, et les remboursent à moyen terme. Vous savez très bien que l'argent magique n'existe pas. Mais ça, c'est normal, mais peut-être que les délais, il va falloir les revoir. Et puis ensuite, je pense que le grand problème qu'on a eu, et moi je le ramène à la question locale, 96% de TPE, les TPE ont été les plus grands exclus en termes d'aide aux entreprises. Elles n'ont pas bénéficié d'assez de moyens pour pouvoir maintenir les rémunérations malgré l'activité partielle, parce que beaucoup d'entreprises malheureusement ont dû avoir recours à des licenciements malgré cette disposition très incitative. Et puis deuxièmement, elles n'ont pas la structuration nécessaire et l'assise financière pour pouvoir garantir la pérennité des emplois à très court terme. Et donc je pense que, et on le dit souvent, au niveau national, mais comme au niveau local, le premier plan social qu'on va vivre, ça va être les TPE. On va continuer sur cet aspect économique avec les propositions qu'a fait le président de la République dans la deuxième partie de l'émission. On voit l'essentiel des mesures qui ont été annoncées. Cette feuille de route est toujours valable, celle qui consiste à justement déployer l'ensemble de nos politiques publiques et à reconnaître la singularité de la Corse, toutes ces singularités, dans le cadre de la République. Nous avons eu l'occasion aussi de revenir sur le sujet du foncier. Il y a aujourd'hui une spéculation foncière réelle, il y a aujourd'hui une activité touristique parallèle liée justement aussi à cette spéculation, dont les principales victimes sont les Corses. La réponse à cette situation n'est pas dans le statut de résident fiscal, je l'ai déjà dit. Elle est dans le renforcement des contrôles et elle est dans une régulation spécifique du foncier sur l'île. C'est une compétence décentralisée. C'est donc aux collectivités de prendre leurs responsabilités, d'investir rapidement dans de nouvelles capacités de stockage. Chacun sait que c'est indispensable si l'on veut éviter une facture trop importante. Compte tenu de la spécificité de l'île, la République sera en soutien. Dernièrement, les chefs d'entreprise disaient que pour relancer l'économie corse, il fallait 2,5 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros tout de suite. Ma question est double. Est-ce que vous êtes prêt à accéder à cette demande? Et comment faire pour que l'argent public qui sera versé ne soit pas capté par le grand banditisme qui a infiltré en partie l'économie insulaire? Moi, ce que je veux, c'est que l'État soit au rendez-vous de ces exigences, pas pour signer des chèques en blanc parce qu'on prend les risques sinon que vous évoquez, vous avez totalement raison, mais pour dire il ne doit pas y avoir de défaillance d'entreprise qui soit liée au Covid. Et donc c'est du cas par cas. Il va y avoir des commissions départementales qui vont être mises en place avec tous les services de l'État. On aura des mécanismes spécifiques de soutien de l'activité. On regardera et on vérifiera les bilans entreprise par entreprise pour, de manière très simple et très rapide, accompagner évidemment celle qui en a besoin, mais pas signer des chèques en blanc. Xavier Tchéco, les chefs d'entreprise attendaient beaucoup de cette visite, sur le court terme déjà pour pallier les effets de la crise sanitaire. Le tourisme a été longuement évoqué. Le compte y est pour vous? Écoutez, je vous ferai une réponse en deux temps. D'abord, force est de constater, si on sort de ces principes politiciens, que les mesures qui ont été prises par le gouvernement en urgence ont été efficaces. Elles ont permis d'éviter ce tsunami de licenciements, elles ont permis d'éviter aux entreprises de disparaître. Le PGE, ça n'a l'air de rien, mais ça a donné une bouffée d'oxygène. L'activité partielle, ça a évité là aussi pour de nombreuses personnes plus de 80% du salaire maintenu. C'est sûr que c'est pas 100%, hein, je vous l'accorde, mais c'est mieux que ce qui aurait pu arriver. Maintenant, on est dans un deuxième temps, si vous me permettez. Donc déjà, on a un constat du président de la République, mais on n'a pas vraiment de réponse précise.
Hein, on a compris qu'il a pris en compte l'aspect économique et notamment l'aspect touristique. Il l'a dit. Il a parlé de cas par cas. Il a parlé, dans ce cas par cas, de solutions sur les charges sociales et autres. Mais on ne sait pas encore, mais c'est tout à fait normal, ce qu'il va advenir de tout ça. Donc j'ai envie de vous dire une première réponse de prudence en disant on attend pour voir. Il a quand même reçu les chefs d'entreprise. Il y a quand même eu un dialogue avec eux. Je pense que, à titre personnel, sur ces sujets-là, on est en train de prendre le bon chemin. J'y reviens, je me mets à la place de la population corse, encore une fois, et même si Jean-Charles Souch me dit que ça va être pris en compte, comment imaginer qu'il puisse y avoir un document final qui traiterait de la question corse où il n'y aurait pas un vrai chapitre sur le social? C'est impensable. Je ne dis pas que ce chapitre sera absent, j'insiste pour qu'il soit présent, puisqu'encore une fois, 20%, soit le double de la moyenne nationale en précarité, ces gens-là vont être touchés de plein fouet ces prochains mois. Donc il faut là aussi une réponse adaptée. Il existe des pistes, il existe des solutions, il faut les mettre en œuvre. On sait que c'est compliqué, hein, déterminer qui est le meilleur ayant droit de celui qui abuse, on le sait, vous vous souvenez des chiffres sur la fraude, on parle de 14 milliards d'euros au niveau national, mais il faudra un vrai volet. Donc je vous répondrai simplement en vous disant que sur le volet économique, ça a l'air d'avoir été compris, et même si on est prudent, je pense que le gouvernement l'a avancé. Sur le volet social, il faut qu'il y ait un vrai chapitre là-dessus. Pedro Thomas, est-ce que vous êtes convaincu par les mesures et quelles mesures seraient à prendre immédiatement? 3 points, si vous le permettez. D'abord, sur la question sociale, on a coutume de dire ces derniers temps que la crise est un amplificateur de solutions. C'est aussi malheureusement un amplificateur de difficultés. Et la Corse était déjà durement touchée avant la crise Covid en matière de précarité, d'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Et au sortir de cette crise Covid et de cette saison touristique qui a été en deçà de ce qu'elle était précédemment, il y aura une amplification. Donc il y a de façon certaine des mesures d'innovation sociale à mettre en place. Nous avons un certain nombre de propositions, certaines ayant d'ailleurs été validées par l'Assemblée de Corse. Je pense, même si sur ce point on peut avoir des divergences avec notamment la CGT, que la question du revenu universel, qui est pour nous une question de dignité humaine, d'égale dignité humaine que l'on offre à chaque citoyen et d'un nouveau filet social, y compris en valorisant, c'est l'idée notamment du revenu contributif du regretté Bernard Stiegler, des activités qui ont une forte valeur sociale, valeur ajoutée sociale, mais qui n'ont pas une valeur économique. Nous pensons que c'est une solution qu'il faut poser aujourd'hui et qui doit être sur la table. Le gouvernement, pour le moment, n'a pas donné de réponse. Au contraire, on voit que sur l'extension du RSA aux 18-25 ans, il y a une fin de non-recevoir. Je crois qu'il faut continuer à le porter. La question de territoire zéro chômeur de longue durée, qui fonctionne. Il y a des territoires où le chômage de longue durée a été totalement éradiqué. Il a reculé partout. Sur certains territoires, il a été totalement éradiqué. Le projet de loi est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Nous sommes favorables à ce qu'il soit porté, poussé et à ce que la Corse puisse s'y insérer. Le microcrédit, le droit à l'alimentation qui est un droit fondamental. On a vu pendant la crise qu'il y avait de nombreuses familles corses qui étaient dans l'incapacité de se nourrir et qui ne va pas s'arrêter avec la crise du Covid. Je crois que les collectivités, y compris la nôtre, devront prendre des mesures fortes. Et le droit au logement devront être posés aujourd'hui dans un cadre politique. Nous n'avons rien entendu à ce sujet au moment de la visite du président de la République. Deuxième point. L'économie, et j'essaie d'accélérer. Il y a des mesures qui ont été prises, et la collectivité de Corse d'ailleurs aussi a pris sa part dans cet effort pour maintenir à flot les entreprises. Il y a un plan de relance. Ce plan de relance, il ne doit pas être imposé depuis Paris à la Corse. La Corse doit pouvoir fixer le cap et puis surtout en avoir les moyens. Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas plus de solidarité nationale, c'est plus de responsabilité pour la Corse. On sait qu'aujourd'hui, y compris... Vous voulez, mais ça restera quand même un effort en direction de la Corse qui est durement touché, et ça s'appelle de la solidarité nationale. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Solidarité nationale, si c'est pour nous refaire le coup du PUI... Elle est juste aujourd'hui, excusez-moi, je donne un chiffre, moi, 1,4 milliard. Allez-y, 1,4 milliard au moment où nous parlons, et on sera sûrement à 2 milliards d'ici quelques mois, malheureusement. La répartition du PUI que vous connaissez, les 20% qui étaient fixés, qui n'ont pas été 20% à l'arrivée, et la collectivité territoriale de Corse et les collectivités de Corse qui à l'époque n'ont pas eu les ressources nécessaires pour pouvoir participer. J'ai pas participé aux négociations, mais peut-être que vous avez vous une responsabilité et vos amis politiques. Je vais vous dire la responsabilité. La République en marche n'existait pas à l'époque. Non, mais vous étiez au Parti Socialiste. L'inverse, la Concorde existait sûrement. Donc je pense qu'il fallait tout simplement réfléchir autrement. C'est vrai que j'attends à chaque fois avec gourmandise vos différents revirements du Parti Socialiste à la tribune des journées internationales. Je crois qu'ils sont nombreux les membres de la République en marche et du Parti Socialiste. C'est pas le problème. Je sais pas. Pardon, si vous pouvez me laisser terminer. Quand vous siégez avec notre ami François Poupon, ça vous pose pas beaucoup de soucis. Vous savez, Jean-Charles Orsucci, moi ce que je voudrais vous dire à ce sujet, c'est que ce que vous appelez la solidarité nationale, si derrière les Corses,
n'ont pas la capacité, à travers notamment un statut fiscal et social, à prendre en main leur destin, y compris leur destin économique et social. Les institutions corses n'auront même pas les moyens d'accompagner ce pseudo-plan de relance. Et nous plaidons pour cela. Nous plaidons pour qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas dans une logique d'assistanat, mais dans une logique de responsabilité pour les institutions de la Corse. Et c'est un dossier qu'il faut ouvrir. Je termine. Vous avez parlé du foncier. On va en parler. En 2 mots, qui rejoint la question sociale, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les Corses, individuellement et en tant que communauté historique et de communauté de droit sur cette terre, sont chassés de certaines zones par la force de l'argent. Alors il y a 2 problèmes qu'il ne s'agit pas de lier, qu'il faut identifier et traiter. Il y a le problème du grand banditisme et des dérives mafieuses, qui est une réalité, nous l'avons dit depuis des années. Mais les Corses sont aussi chassés de certaines zones de Corse, de nombreuses zones de Corse, dans le cadre de ventes qui sont tout à fait légales, simplement par la loi du marché. Et nous estimons que sans statut de résident... Vous ne trouvez pas que le président a plutôt fait un pas dans ce sens? Parce que, bon, je vais vous citer une phrase dans le discours, il dit « J'ai mandaté le préfet pour faire des propositions concrètes pour changer le cadre de gestion du foncier pour lutter contre les effets de la rente et de spéculation. » Changer le cadre, ça veut dire changer la loi. Écoutez, moi, en tout cas, il m'a fortement interpellé dans les rues de Bonifacio. Je lui ai expliqué comment était le foncier aujourd'hui, comment il était en train de partir vers l'extérieur et que je voulais stopper le processus. Et effectivement, je lui ai expliqué que la puissance publique aujourd'hui devait s'impliquer davantage. Alors, il y a différents moyens. Hein. Soit on empêche les ventes, soit à un moment donné, on peut avoir aussi une puissance publique, qu'elle soit territoriale, communale, intercommunale, qui intervient pour préempter. Dans le cadre de la loi telle qu'elle est. Mais il faut lui donner des moyens. Et encore une fois, moi sur ces sujets, je réponds 2 fois à Petranton Thomas. Si justement je suis encore attaché à cet ensemble national, c'est pour 2 raisons. Et vous les avez évoquées dans ce reportage. Le premier point, c'est qu'on peut m'expliquer comme on veut. Aujourd'hui, la solidarité nationale, elle est en direction de notre île et on s'en félicite et on en a besoin. Et je ne crois pas, malheureusement, que ce soit demain, on puisse changer les choses demain ou après-demain. Le deuxième point qui a été évoqué dans ce reportage, c'est qu'il faudra qu'elle soit encore là. Il va falloir qu'on ait un plan de relance actif avec des marchés publics importants. Et pour cela, il faut du contrôle. Là où le chef de l'État doit nous aider, c'est qu'on doit nous donner des moyens pour que ces marchés publics soient contrôlés, pour que l'on puisse avoir enfin, un État qui fonctionne normalement. Et je le dis avec encore plus de force, c'est la raison majeure. Je le dis souvent à Petranton Thomas dans nos discussions en aparté ou avec Jean-Guy Talamone, c'est que même si demain la Corse était riche, nous ne sommes pas, parce que l'exemple islandais est souvent pris, nous ne sommes pas l'Islande. J'ai bien peur que nous ressemblions davantage au Liban ou à l'Albanie. Et je considère que justement l'appartenance à ce grand pays qu'est la France, c'est le moyen d'avoir police et justice, et c'est là-dessus que nous devons nous appuyer, parce qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il y a des réussites, et sur le foncier, il est évident aujourd'hui que, je termine là-dessus, juste pour dire que, et j'ai pris l'exemple avec le chef de l'État lorsqu'on a abordé cette chose, il me dit, mais est-ce que la spéculation augmente? Je lui ai dit, Monsieur le Président, exemple bonifacien, caricatural, nous allons devoir passer dans le cadre de notre plan local d'urbanisme de 1400 hectares sur une commune de 14 000 hectares à 400 hectares constructibles. Donnez-moi un exemple au monde où, quand on divise par 4 la constructibilité, la spéculation diminue. La spéculation foncière va augmenter. Il faut donc aujourd'hui que la puissance publique, elle soit présente pour pouvoir, à un moment donné, soit initier des politiques publiques en matière de construction de logements, pas uniquement social, mais du social, il en faut. J'expliquais encore au président de la République qu'il y avait 60 demandes en attente sur ma commune de 3000 habitants. Je crois qu'aujourd'hui, avec la raréfaction du foncier, il va falloir avoir des moyens qui sont encore plus importants si on ne veut laisser personne sur le bord de la route. Alors, sur le foncier, moi, je ne suis pas aussi optimiste que ce que vous avez dit. C'est une question. Oui, mais tout à fait. En clair, aujourd'hui, le président de la République nous a dit qu'il y avait un vrai problème sur le foncier, ce que tout le monde s'accorde à dire, toute tendance politique. Il faut un scoop, c'est vrai. Voilà, il s'accorde à dire qu'il va missionner messieurs les préfets. Je trouve que c'est une bonne chose pour étudier la question, mais pour l'instant, on n'a aucune piste. En clair, j'ai envie de vous dire... Il y a quand même des travaux de l'Assemblée. Écoutez, il y a sans doute des travaux de l'Assemblée, mais force est de constater que ça ne marche pas. Alors, si vous me permettez d'aller plus loin, aujourd'hui, le diagnostic, il est efficace, mais le remède, on ne l'a pas. Si on est clair, on ne l'a pas. De la même façon, c'est un constat terrible pour le PADUC. Alors, soyons bien clairs, je vais poser en préambule que moi, je suis un partisan d'un document de gestion comme le PADUC. Je suis un fervent défenseur des ESA, mais force est de constater que ce PADUC ne marche pas. Il ne marche pas pourquoi? Plus 60% des permis de construire. Ils sont où ces permis? Ils ne sont pas dans les villages où quelque part on empêche les gens de construire. Ils sont dans l'extrême sud, en Balagne et dans les grandes villes. Donc, on a un premier remède qui ne marche pas. Deuxièmement, le PADUC, ça devait gérer les prix. Alors là, je le rejoins. Si on m'explique que les prix ont baissé, on ne doit pas tout avoir dans la même feuille. Et enfin, tout le monde a la main contente. Donc je vais vous dire, quand on a fait un document qui, au final, doit être et qui ne fonctionne pas, si on est un peu sensé, on le retouche. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de remède
Et Dieu sait qu'il va falloir en trouver sur le foncier. Je pense de la même façon que le statut de résident n'est pas la bonne solution. Elle est poussée par nos collègues de Corsica Libre qui ont une vision. Au moins, j'ai envie de vous dire, il y a le mérite de faire des propositions. Et par d'autres qui les ont soutenus, je l'assume d'ailleurs. Et justement, j'assume toujours mon passé. Vous avez voté le statut de résident. Bien sûr. Tout à fait. Et moi, personnellement, j'y suis parfaitement opposé. Parce qu'encore une fois, ça ne sera pas la solution qu'on doit amener. Mais il est évident qu'il va falloir trouver quelque chose. Et ce quelque chose, il va peut-être aussi falloir que ce soit fiscal et incitatif. Parce qu'on a bien beau, on peut continuer de dire les collectivités publiques vont s'investir, les collectivités publiques, mais rien ne sort. À un moment donné, il faudra faire en sorte que les Corses puissent se loger décemment, et il faudra s'attaquer à des questions de prix et à des questions de fiscalité. Et si on veut mettre les pieds dans le plat, il faudra bien parler des résidences secondaires aussi. La démonstration qui vient d'être faite par les collègues de l'Assemblée, c'est que les documents d'urbanisme à eux seuls, qu'il s'agisse de PLU ou qu'il s'agisse du PADUC à l'échelle de la Corse, ne suffisent pas à réguler cette question-là. Donc il faut une intervention d'un autre niveau. Nous portons la revendication du statut de résident, nous l'avons développé et nous sommes rentrés dans le détail. Nous avons y compris fait des propositions alternatives en l'attente d'une révision constitutionnelle, notamment d'un point de vue fiscal avec une vraie taxation des résidences secondaires, mais qui différencie les résidences patrimoniales des Corses et les résidences spéculatives. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Oui, mais ça marche. Parce que ce sont... je peux pas les... Philosophiquement, personne n'écoute, mais ça marche pas. Dites-moi où est-ce que ça fonctionne, ça. Et je suis pas sûr que votre voisin soit véritablement d'accord avec tout ça. Certainement pas, mais c'est notre position, et je crois que c'est la position de nombreux Corses. Oui, bon. Moi, j'aimerais concrètement que vous m'expliquiez où vous mettez le curseur, surtout. C'est là où on va s'amuser. Parce que ça n'est pas la même situation. Et que vous ne pouvez pas traiter de la même façon des situations qui sont totalement différentes et qui ne procèdent pas des mêmes mécanismes. Et nous avons fait des propositions concrètes, y compris d'un point de vue fiscal, avec les bases fiscales. On peut pas rester en l'état. Mais à cette heure, y compris sur cette proposition qui ne nécessite certainement pas de révision de la Constitution, en tout cas nous le plaidons. Nous n'avons pas de réponse. Et je suis d'accord sur ce point avec François Xavier Tchécol. Il n'y a aucune piste sur ce que vont proposer aujourd'hui les préfets. Donc si les préfets nous disent nous allons transmettre à la présidence de la République les propositions qui seront faites par l'Assemblée de Corse, dont acte. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'il y a une déclaration d'ordre général et qu'on attend de voir comme pour le reste. Il y a des politiques publiques quand même qui fonctionnent dans la matière. Les OPH, l'aide au logement, la création de logements, on ne peut pas dire que rien n'existe. Après, moi je vous donne un exemple. Moi qui ai la chance de gérer une petite commune de 3000 habitants, je prends 2 mandats, je vais avoir doublé le parc locatif social. À la fin, c'est qu'il existe des moyens. Il faut aussi de la volonté politique. Moi je vous le dis, il y a des maires qui ont fait le choix, disent non au logement social. C'est un choix, il n'y a pas besoin d'avoir une révision constitutionnelle pour ça. Il y a 50% de résidences secondaires. Juste une question, mais oui, il y a d'autres outils, mais est-ce qu'ils suffisent séparément? Est-ce que le droit de préemption, par exemple, est-ce que l'on peut courir après la spéculation avec de l'argent public? Ça peut permettre à un moment donné de régler une situation dans une commune, mais il faut articuler les leviers, et s'il n'y a pas une matrice type statut de résident ou type véritable mesure fiscale, on n'en sortira pas. Patrick Brossard, sur ce point. Oui, moi je crois qu'il y a certes la question du foncier, mais il y a la question du locatif déjà. Et nous avons déploré justement hier, dans l'échange que nous avons pu avoir avec le directeur de cabinet du président de la République, que sur les questions de vie chère, la question du logement n'ait pas été intégrée justement dans les travaux qui sont menés par la Haute Autorité sur la concurrence, entre autres, qui doit rendre son rapport au mois d'octobre. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pour pouvoir se loger, par exemple, si on prend la situation de l'extrême sud, il ne faut pas oublier quand même que la Corse, nous avons le record national de personnes qui sont rémunérées au SMIC, au salaire minimum. Et nous avons un niveau de loyer qui est bien plus important que la moyenne nationale. C'est pourquoi nous plaidons depuis fort longtemps que, comme d'autres régions, quand il y avait eu la loi du flot pour l'encadrement des loyers, eh bien que la région Corse soit placée avec une fixation et un plafond des loyers pour l'ensemble des travailleurs et que chacun puisse vivre et travailler au pays dignement. On a fini avec ce chapitre en évoquant un point dont a parlé le président de la République, mais de façon incidente, c'est le grand banditisme. On peut quand même avoir de sérieux doutes quant au satisfecit qu'il se décerne ou qu'il décerne à ses services dans la lutte contre le grand banditisme. On n'a pas l'impression quand même qu'il en fait une priorité. Il explique qu'il faut éviter que le grand banditisme fasse son retour en Corse. On a plutôt l'impression qu'il y était déjà et de façon malheureusement très importante, non ?
Moi, je crois que tout simplement, lorsque l'on étudie un peu la situation de la Corse, et depuis de nombreuses années, pour pas dire depuis des siècles, c'est un élément qui est récurrent. On s'en satisfait jamais. Je crois que je connais pas un homme politique, un élu de l'Assemblée de Corse qui peut accepter cela. Malheureusement, on sait que la voyoucratie se développe sur la misère, et malheureusement, tous les signaux font de la Corse souvent une île à la traîne en la matière. Il faut à la fois avoir une réponse économique et sociale forte pour sortir de cela, sur du long terme, et culturel, je vous dirais, et culturel, c'est très important de le dire, et il faut aussi une réponse policière et étatique, pas seulement d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement au niveau de la police, au niveau des marchés publics, au niveau d'un certain nombre de sujets, de la drogue, du trafic de drogue, il faut démanteler tout cela, et j'ose espérer, moi sincèrement, j'ai envie de dire, quel que soit le président de la République, je ne vois pas celui qui se satisfait de cela. Il y a eu des résultats, je pense le précédent gouvernement que j'ai soutenu a eu des résultats sous l'autorité de Manuel Valls. Il faut aujourd'hui que celui-ci aille dans le sens qui était de la feuille de route qui avait été définie, et j'ose espérer que Gérald Darmanin prendra à bras le corps ce sujet pour obtenir des résultats, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sain si on ne met pas un terme à ce type de dérive. Ça doit être une priorité. Moi, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas imaginer aujourd'hui qu'il y ait une volonté là-dessus de protéger des gens ou de faire. Je pense que l'État, et j'en suis persuadé, essaye de faire au mieux sur ces thématiques-là. Il n'y aurait aucun intérêt pour l'État à ne pas avancer. Après, force est de constater que quand on regarde les chiffres des taux d'élucidation et autres, voilà, la population est dans l'attente. Parce qu'encore une fois, pour que ce réflexe républicain qui est tant décrié, où on dit les Corses, finalement, la justice, c'est pas trop leur truc, etc. Mais pour que ça le devienne un peu plus, il faut aussi que les criminels et surtout les coupables, et là, je vais aller plus loin, on parle de crimes graves, il ne faut pas non plus tout mélanger, on parle bien sûr, vous l'avez dit, de marchés publics frauduleux, mais on parle aussi d'assassinat. Et le meilleur moyen de restaurer la confiance avec les populations, c'est que ces taux d'élucidation, et encore une fois, on ne peut pas penser que c'est intentionnel que ces taux d'élucidation augmentent. Pedro, très vite sur ce point. Les chiffres font foi sur ce domaine. L'État ne peut pas se gargariser de son action. On a entendu parler lors de cette visite du rapport à l'autorité de la concurrence. Il est attendu depuis des mois. Je crois que l'Assemblée de Corse fera des propositions comme elle s'y est engagée. Et puis il a déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures dans le cadre de ses compétences sur la déontologie, l'évaluation des politiques publiques. Et je crois qu'il faut que nous avancions dans ce domaine. Alors juste une question. Il nous reste 5 minutes. Nous ferions mieux sans l'État, Petronto Tomasi. Jean-Charles Orsou. Nous ferions mieux sans l'État. Vous pouvez dire aujourd'hui que justement la Corse indépendante à laquelle vous aspirez, vous êtes convaincu qu'en matière de banditisme et de lutte contre le banditisme, elle serait beaucoup plus efficace? Je suis convaincu que si j'étais un militant de la Corse française républicaine, je ne prendrais pas cet exemple, vous voyez, pour appuyer mon argumentaire, parce que je crois que c'est précisément l'un des domaines où la France a failli en Corse. Donc oui, je crois que la Corse indépendante avec des institutions... Vous savez, on sait toujours ce qu'on a et on ne se connaît pas les... Bien sûr, prétendre que ça irait beaucoup mieux. Moi, je serais très prudent sur cette question. Moi, je suis très prudent. Moi, je suis toujours très prudent. Moi, je m'occupe simplement que du domaine public de ma commune. Je peux vous dire que c'est très compliqué de gérer nos compatriotes. Vous savez, Charles Souch, lorsque vous posez une question, vous pouvez aussi attendre la réponse. Moi, je crois que c'est une question sur laquelle la France a failli en Corse. Et il faudra effectivement, dans le cadre d'une souveraineté, que les institutions corses mettent les garde-fous. Moi, je ne crois pas que les hommes y soient meilleurs dans un pays ou dans un autre. Je n'ai pas une vision essentialiste, vous voyez. Moi, je crois à des phénomènes culturels. Moi, je crois qu'il y a quand même la force du droit et la force des garde-fous qu'on est capable de poser. Je crois que la France en Corse a failli, parfois y compris de façon volontaire. Vous êtes aux responsabilités depuis 5 ans, je n'ai pas vu de révolution en la matière. En la matière, parce que nous avons les pouvoirs de police et de justice. Parce que les fameux moyens que vous voulez mettre pour contrôler les marchés et organiser la société différemment, je ne les ai pas encore vus mis en place. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vous ferai remarquer quand même que dans l'état actuel du statut, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais en revanche, vous vous êtes félicité de la création de la commission de déontologie, qui est importante, du comité d'évaluation des politiques publiques qui a été rénové. Ça va dans le bon sens. Et qui va dans le bon sens, merci. Alors, dans les autres sujets, si vous permettez. Il nous reste 3 minutes d'émission. On évoque très rapidement Euromed. Alors, pas évidemment le sommet, puisque la Corse n'avait pas grand-chose à y voir. Voulaient y participer. Oui, mais je vais revenir un petit peu sur la Corse, sa place géographique en Méditerranée. Celle-là, elle est incontestable. Ça a été évoqué lors des entretiens entre le président de la République et Gilles Siméone. Il a plutôt, semble-t-il, adhéré à cette idée de coopération entre les îles et la Corse. Comment vous voyez les choses ?
Écoutez, moi j'en ai fait un élément clé de mon engagement municipal en 2008. Je trouvais que nous n'avions pas été assez loin, assez vite, assez fort lors de la mandature de la gauche, où je rappelle d'ailleurs qu'elle n'a exercé que 5 ans en 30 ans, parce que souvent d'ailleurs on ose comparer les 3 familles politiques. Aujourd'hui nous sommes rejoints par nos amis nationalistes, la droite a encore largement de l'avance. Je vous dirais simplement que je n'ai pas vu non plus depuis 5 ans d'avancée majeure, y compris par exemple dans les relations entre la Corse et la Sardaigne. Je le regrette, je pense que c'est un élément clé. Il ne peut pas y avoir de rapprochement culturel, social et économique s'il n'y a pas des moyens de transport adéquats. Mais j'espère que, et là aussi, je crois que nous partageons quand même cette volonté commune. Mais on voit bien que c'est difficile. Tellement les relations intermilitaires, enfin même avec la Sardaigne, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a eu une reprise du dialogue avec la Sardaigne, notamment avec la création du Conseil permanent Corse-Sarde. Il est vrai que nous avions un dialogue beaucoup plus fluide avec l'ancien gouvernement sarde, mais nous continuons à penser que cette instance a vocation à perdurer. Et je crois que nous plaidons pour une Europe et pour une Euroméditerranée d'égalité réelle, et pas simplement pour une Méditerranée qui serait la sphère d'influence des pays du Nord, ce qu'elle a été par le passé, y compris, je crois que c'était ce qui sous-tendait quand même la philosophie de l'Union pour la Méditerranée, et ce qui a sous-tendu aussi l'attitude d'un certain nombre de pays à l'égard de la Grèce dans la décennie passée. Je crois que la Méditerranée, c'est un espace politique qui a son identité propre et qui doit vivre, et où les peuples et nations sans État doivent prendre leur place. Coopération méditerranéenne, mais il y a aussi peut-être concurrence entre les îles. Oui, tout à fait, j'allais y venir. Vous me devancez avec votre question, mais exactement, tout le monde est bien sûr favorable à cette coopération, mais après il ne faut pas faire preuve de naïveté. Vous savez très bien qu'on compare, pour ne parler que la Sardaigne, un géant qui pèse plusieurs millions d'habitants et la Corse, et 2 économies qui n'ont rien à voir. Donc là-dessus, il y a des précautions économiques de base. Imaginez s'il y avait un peu plus de libéralisme dans le fonctionnement économique, quel est celui qui mangerait l'autre. Donc bien sûr, il faut aller plus loin, mais avec prudence. Patrick Boissard, coopération interméditerranéenne. Déjà, il y a une solidarité entre les peuples et les travailleurs, et nous travaillons à cela, et c'est pourquoi hier nous avons interpellé les 7 chefs d'État au travers d'une saisine de 4 confédérations espagnoles, portugaises, italiennes et la CGT au niveau national sur la préoccupation de migrants qui ne trouvent pas un port d'attache et qui sont bloqués depuis 1 mois et demi sur un tanker en pleine Méditerranée, dont un enfant et une femme enceinte. Voilà, et on a appelé à l'intelligence collective pour que ces personnes puissent trouver un port d'attache très rapidement. Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Messieurs, merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission consacrée donc à la 3e visite du chef de l'État en Corse. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain 12h sur IHT. Intanto, buonasera a tutti.